Ah, allez, let's go. On y va. Ah, ah. Il a rien compris. Salut à tous, bienvenue sur Scan Training pour cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, sujet autour de la préparation mentale. Je suis avec Lucas qui est préparateur mental et je vais te laisser te présenter. Alors pour faire court, je suis Lucas, 24 ans, donc je suis l'un des collègues de Flo. J'ai obtenu une licence TAPS pour être coach sportif, mais lors de la 3e année de licence TAPS, on a eu des cours de préparation mentale. C'est un domaine qui m'a totalement passionné, donc j'ai eu vraiment envie d'aller plus loin dans ce domaine. Donc suite à la licence, j'ai directement commencé un diplôme universitaire à Lille qui est le diplôme donc préparation mentale et psychologie du sportif. Et donc maintenant j'exerce aussi en tant que préparateur mental à côté des coachings. Ok, super. Écoute, en tout cas, je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui sur la chaîne. Est-ce que tu pourrais nous définir la préparation mentale en quelques mots ? Alors en quelques mots, donc je vais essayer de faire court. Le but est de développer son cerveau, de développer son mental. Et comme son nom l'indique, le but c'est d'imaginer un peu le cerveau comme un muscle, et comme n'importe quel muscle, il faut réussir à l'entraîner pour le faire s'améliorer. Et le cerveau c'est pareil, même si c'est pas un muscle, on va lui apporter des outils clairs, simples, efficaces. Et ces outils, on va les mettre régulièrement en place, on va vraiment les travailler pour réussir à augmenter les performances du cerveau et donc mieux gérer ses émotions, mieux gérer sa concentration et bien d'autres encore. Alors pour remettre un petit peu de contexte, il y a quelques temps sur Scan Training, sur Instagram, on vous avait demandé de nous poser toutes les questions qui vous passaient par la tête concernant la prépa mentale. Donc on va ressortir la petite feuille qui est juste ici et je vais poser ces questions à Lucas. Donc la première question, Lucas, c'est quel serait le pourcentage entre le mental et le physique selon toi ? Alors on entend beaucoup parler de 70% du mental et 30% de physique. C'est vrai, pour ma part je dirais plutôt 60-65% de mental, parce qu'il est vrai que le mental est pour moi plus important. Essayer d'arriver en compétition avec un physique et des techniques au top. Maintenant si votre mental il n'est pas au rendez-vous, ça va être très compliqué de pouvoir réaliser une performance. Vous n'allez pas réussir à rester concentré, vous allez avoir beaucoup de stress, peut-être de la fatigue mentale, voilà, beaucoup de choses qui vont avoir beaucoup d'effets négatifs sur votre performance. Par contre, on peut aller à une compétition avec peut-être pas un niveau physique au top niveau, mais par contre si on y va avec un mental très solide, il est possible de faire une performance. Ça a été mon cas, pour vous donner un petit exemple concret. Je pratique donc du coup le Krav Maga qui a maintenant des compétitions et j'ai fait les championnats de France en début d'année. Donc c'était en mars et depuis janvier jusque mars j'ai pas pu faire beaucoup d'entraînements. 2 entraînements pour être vraiment précis. Donc clairement, techniquement et physiquement j'étais clairement pas au top. Par contre mentalement j'étais tellement motivé et j'avais tellement envie de pouvoir réaliser cette compétition que j'ai réalisé la meilleure compétition que j'ai jamais fait. Donc voilà un petit peu pour illustrer tout ça. Écoute, moi je te rejoins, donc évidemment je suis pas préparateur mental comme toi, mais effectivement sur les personnes que je coach à longueur d'année, ce que je peux voir c'est que si par exemple on n'est pas forcément très en forme sur une séance, mais qu'on a vraiment envie de la faire, on va peut-être justement faire quand même une bonne séance, malgré peut-être une forme physique qui est un peu moins au rendez-vous. Et effectivement ça souligne qu'il y a une grosse part de la réussite se joue dans la tête, et ça c'est indéniable. Donc la deuxième question, je la trouve intéressante, c'est quelle est la marche à suivre pré-compétition ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire avant une compète pour se mettre dans les meilleures dispositions ? Oui, en effet, question hyper intéressante et hyper technique. Il y aurait plusieurs choses à faire, mais on va dire qu'en préparation mentale, l'un des outils qu'on met en place, c'est les routines de performance. Donc ça veut dire qu'on va essayer déjà d'analyser les routines qu'un sportif a avant sa compétition, et analyser s'il y a des moments plutôt positifs, des moments plutôt négatifs. Si c'est le cas, il faut les modifier, essayer d'amener des outils qu'on a travaillés et à voir à quel moment il faut les placer pour qu'ils soient vraiment performants le jour de la compétition, donc au moment de la compète. Donc les routines peuvent concerner des jours, des semaines avant la compétition
ou alors le jour même, du matin jusqu'à l'heure de la compétition, qu'est-ce que je mets en place pour arriver au moment de la compétition en étant au top niveau mentalement. Donc ça déjà c'est un outil qu'on met en place, c'est les routines de performance. Deuxième outil qu'on met beaucoup en place, c'est l'un des outils qui est pour moi le plus important, c'est l'imagerie mentale, ou alors on appelle ça aussi la visualisation. Pourquoi? Parce qu'il va servir aussi beaucoup avant la compétition pour augmenter la confiance. Donc on peut faire de l'imagerie mentale de confiance. On peut également faire de l'imagerie mentale pour se corriger techniquement, pour apprendre des nouvelles techniques. Et donc ça, le fait de le faire avant la compétition, on permet aussi au cerveau de s'habituer à des situations. Et donc le jour de la compète, quand on y arrive et que ces situations se produisent, on est déjà beaucoup mieux préparé que si on n'avait rien fait. Bah écoute, c'est super cohérent je trouve ce que tu nous dis, parce que je fais le lien un petit peu avec la musculation, et c'est vrai qu'avant une grosse barre, on va dire, avant de passer une performance qu'on a prévue, qu'on a planifiée, on va justement peut-être essayer de s'imaginer en condition de réussite, et ça va peut-être justement plus facilement nous faire réussir que si on ne pense pas à ça. Donc moi c'est quelque chose que je fais personnellement et que j'encourage aussi à faire au niveau de mes coachings. La troisième question, comment se redonner confiance après une blessure? Très très bonne question, en effet, beaucoup de sportifs, surtout dans le haut niveau, vont rencontrer les blessures à un moment donné dans leur carrière où c'est quelque chose d'assez fréquent. Comment gérer une blessure, que ce soit pendant la blessure ou même l'après? Encore une fois, je reviens sur l'outil d'imagerie mentale, qui est pour moi l'une des meilleures réponses par rapport à ça. Alors, je ne parle pas de tout ce qui est évidemment médecine, kiné, qui vont être indispensables quand on a une blessure. Mais ce qu'on peut faire en plus de ça, c'est en effet utiliser l'imagerie mentale. Ça veut dire qu'il y a de l'imagerie mentale de guérison, qu'on appelle ça. Tout simplement, c'est le fait, donc ça a été prouvé scientifiquement, de pouvoir imaginer ce qu'on était capable de faire avant sa blessure. Prenons l'exemple de quelqu'un qui s'est blessé au genou ou à la jambe et qui ne peut plus marcher correctement, imaginons. Lui, une bonne solution serait aussi de pouvoir imaginer les situations où il marche, où il court, où il fait des squats, enfin, peu importe. Le fait de s'imaginer ces situations, ça va activer en fait les mêmes zones du cerveau que s'il le faisait réellement. Alors, c'est faux de dire que le cerveau ne fait pas la différence, il y a une différence, c'est évident, mais par contre, on voit bien que les mêmes zones du cerveau sont activées et donc en fait, le corps réagit de la même façon si on s'imagine une situation que si on le fait réellement. Donc en soi, ça va permettre de plus facilement guérir d'une blessure et aussi, ce qui n'est pas quelque chose à prendre à la légère, de moins diminuer sa masse musculaire. Parce que quand on est blessé, c'est souvent ce qui arrive, on perd beaucoup de masse musculaire du côté blessé. Et si on arrive à faire de l'imagerie mentale où on se voit faire du sport, faire des performances, on limite cette perte de masse musculaire. Et comme je l'ai dit, l'imagerie mentale permet aussi beaucoup de s'améliorer techniquement et physiquement. Donc physiquement j'en ai parlé, mais techniquement aussi parce qu'il suffit, quand on est blessé, de prendre le temps qui nous est mis à disposition pour s'entraîner en imagerie mentale, donc technique. Ça veut dire que je vais essayer de visualiser les choses que j'ai améliorées, donc comme si je me voyais un peu comme sur une séquence vidéo, voir un petit peu mes défauts, les imaginer, imaginer ces corrections. Alors ce que tu nous dis, ça me fait penser à quelque chose. Il y avait il y a quelques temps, on va dire, des études qui étaient mises en avant sur le fait qu'en imaginant faire un exercice de musculation, on allait développer une zone musculaire. Exemple, je pense à mon biceps et je m'imagine en train de faire des curls, je vais potentiellement prendre un petit peu de biceps, même sans m'entraîner. Alors évidemment, on va pas vous dire de ne pas vous entraîner et de ne faire que ça parce que c'est complètement faux, mais ça rejoint un petit peu cette idée-là dans le sens où on s'imagine, ou si on s'imagine faire quelque chose, on va peut-être moins perdre ou peut-être gagner justement sur cette zone-là. Et en tout cas, effectivement, quand on est blessé, pourquoi pas appliquer ça. En tout cas, ça peut pas faire de mal et ça renforce des connexions nerveuses également. Donc c'est super intéressant. Donc la prochaine question, elle va nous faire un petit peu rire, je pense. La question c'est la suivante: comment faire le vide dans sa tête quand on est à plusieurs? Donc je te laisse répondre à cette question. Alors celui qui a posé la question, est-ce que ça va? Donc non, mais je vais vraiment essayer d'y répondre. Alors pas quand on est à plusieurs, parce que là, bon, voilà. Mais par contre, comment faire le vide dans sa tête? C'est une question qui est assez intéressante. Je vais parler d'un autre outil, qui est pour moi aussi l'un des plus importants, qui est en gros le contrôle respiratoire. C'est la maîtrise de sa respiration. Pourquoi? Parce que c'est un peu lié à tout ce qui va être relaxation, méditation. Les trois sont intéressants et les trois permettent de faire le vide dans sa tête. En gros, si on fait de la respiration, du contrôle respiratoire, on va se recentrer sur ces sensations, sur soi. Et ça, c'est
une des méthodes les plus importantes, on va dire, pour réussir à rester concentré et à rester, on va dire, dans sa bulle, donc à faire le vide. C'est pareil pour la relaxation, on va vraiment essayer de rester concentré sur quelque chose de précis et encore plus sur la méditation, où là c'est vraiment être ici et maintenant pour la plupart des cas, hein. Et donc c'est très intéressant de pouvoir réussir à maîtriser ces outils-là et réussir à gérer son stress, ses émotions et donc rester bien concentré et faire le vide dans sa tête. La respiration, c'est un sujet assez vaste, je trouve. Et peut-être qu'on a aussi du mal à respirer du fait de nos habitudes de tous les jours. On est tout le temps en speed, assez stressé, et peut-être qu'on oublie aussi de prendre du temps pour penser à ça. C'est vrai qu'en musculation, la respiration, bon là c'est dans l'effort ce dont je vais parler, mais c'est assez compliqué. Il y a certains mouvements où il faut justement la bloquer, certains mouvements où il faut accentuer la respiration, ce qui peut nous faire aller plus loin justement dans notre effort. Mais effectivement, c'est quelque chose que j'essaye de personnellement m'améliorer, de ce côté savoir respirer et penser en fait à sa respiration consciemment. Et effectivement, ça peut être une très bonne méthode que je vais utiliser aussi pour moi. Ouais, donc je rebondis sur ce que tu disais par rapport aux habitudes de vie qui font aussi qu'on ne maîtrise de moins en moins bien sa respiration. C'est vrai, de base, quand on a une respiration qui est en fait ventrale. C'est la meilleure respiration pour pouvoir gérer son stress, son anxiété, pouvoir gérer ses émotions. Maintenant, les aléas de la vie, le stress subi, la pression, le rythme de vie assez accéléré qu'on peut se donner, va faire que notre respiration bascule vers une respiration thoracique. Ça veut dire qu'en fait, quand on respire, c'est pas notre ventre qui gonfle, mais c'est notre thorax qui va gonfler. Ça va provoquer une accélération aussi du rythme cardiaque et donc ça va nous rendre encore plus speed, encore plus stressé qu'on l'est déjà. Donc il faut réussir à passer sur une respiration ventrale pour réussir à mieux gérer tout ça. Mais ça, encore une fois, ça demande, comme tu disais, de l'entraînement. Et après, quand c'est maîtrisé, ça va permettre beaucoup d'amélioration au niveau sportif, au niveau de la vie quotidienne. Ok, donc la dernière question qu'on a sélectionnée, c'est la PNL. Alors, sur ce sujet, disons que j'ai besoin également de pouvoir approfondir mes connaissances sur la PNL. C'est quelque chose que je veux vraiment faire, donc je veux vraiment essayer d'aller plus loin dans ce milieu-là. Donc si je veux aller plus loin, c'est que ça marche. En effet, la PNL, c'est très reconnu pour réussir à reprogrammer ou alors modifier notre programmation, donc ça veut dire nos réactions par rapport à une situation. Je prends un exemple tout bête, hein. Quelqu'un qui a l'habitude de s'énerver dès que quelqu'un va lui griller une priorité, par exemple. Et ben en fait, on peut s'entraîner à se communiquer de façon positive, à essayer de voir comment on pourrait reprogrammer notre façon de réagir face à la situation, pour que quand on retourne réellement dans la situation, en fait, notre cerveau s'est reprogrammé et peut facilement essayer de réagir comme il faut. Donc ça, c'est pour faire très très simple, hein, c'est un outil qui est hyper intéressant. Et on peut, grâce à la PNL, donc savoir mieux communiquer, savoir mieux penser, donc communiquer envers soi-même, ce qui est important. Le discours interne va être un outil aussi indispensable à la préparation mentale, mais aussi communiquer avec les autres. Et donc voilà, donc sa façon de penser et sa façon de réagir face à une situation. Donc en effet, c'est très intéressant d'utiliser la PNL. Ceux qui n'y connaissent pas grand-chose ou qui ont des doutes, je vous conseille de vous renseigner par rapport à ça. Parce que moi, c'est quelque chose que je vais essayer d'apprendre, c'est quelque chose que je vais vraiment approfondir. Bah écoute, je vais me répéter, mais c'est vraiment super intéressant. Moi, ce que j'avais déjà entendu, c'était au niveau du dialogue interne, de la manière dont on se parle à soi-même, d'éviter d'employer justement tout ce qui est négation. Au lieu de par exemple dire je ne dois pas m'arrêter, et ben plutôt se dire je vais continuer. Comme ça, il n'y a pas le ne pas, mais il y a cette action qui est plutôt positive, qui est il faut continuer, ça nous encourage. Alors en effet, pour reprendre ton exemple, c'est très simple, hein, le cerveau va retenir tout ce qui va être négatif, principalement. Donc dans la phrase je ne dois pas m'arrêter, il va juste retenir le pas et arrêter, qui sont du coup les deux qui sont négatifs. Donc lui il part sur un aspect négatif, donc c'est pas bon. Le mieux en effet c'est de dire en effet il faut continuer, ou là c'est une phrase qui va être vraiment positive et que le cerveau va pouvoir interpréter comme quelque chose de motivant. Là je vais essayer de reprendre un exemple qui est très récurrent dans le milieu du sport, quelque chose que les coachs disent très souvent, et je sais que tu le dis, allez on lâche rien. Alors oui, ils veulent motiver les athlètes en face, ils veulent motiver les sportifs, ça part d'une bonne intention, maintenant on revient au même. Lâcher et rien, deux mots négatifs, du coup le cerveau retient ça, et question motivation c'est pas très ouf.
Maintenant, en effet, on peut reparler de ma chose. Allez, on continue, on s'accroche, on va y arriver. Voilà, des choses qui sont vraiment positives lorsqu'on va les dire. Dites-vous toujours que vous êtes votre propre interlocuteur et qu'au final, si vous vous mettez vous-même des bâtons dans les roues à vous dire je ne peux pas si et vous donnez un mauvais dialogue interne, au final vous croyez pas en vous et on est la première personne en qui on doit croire tout simplement. Et je vais aussi du coup parler de quelque chose qui est très présent dans le milieu du sport, c'est l'autoprophétie. Malheureusement, pas que dans le sport, dans la vie de tous les jours aussi, hein, mais souvent on a tendance à se dire ah, je vais pas y arriver, ou alors mon Dieu, je vais arriver, j'ai tellement de choses à faire, comment je vais réussir à finir tout ça. Voilà, on se parle de façon tout le temps négative. Il faut savoir que on se parle beaucoup plus de façon positive en une journée on se parle beaucoup plus négativement dans une journée que positivement. Ce genre de discours qu'on a avec nous-mêmes va provoquer ce qu'on appelle l'autoprophétie. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir la conclusion, le résultat dont on a parlé juste avant. Donc en fait, si on s'est dit je vais jamais y arriver à finir tous ces dossiers, eh ben oui, il y a de grandes chances qu'on va pas y arriver. Parce que le cerveau s'est préparé déjà à l'avance au fait qu'il ne va pas y arriver. Donc il va pas pouvoir mettre les ressources nécessaires pour réussir la tâche. Alors que si on se parle de façon positive, le cerveau fait tout ce qu'il a à faire pour réussir et on peut plus facilement, toujours est-il, y arriver. Une petite question bonus maintenant de ma part. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quelle est la démarche, on va dire, si un pratiquant de musculation, un sportif, peu importe, au sens large, va justement rencontrer un préparateur mental pour qu'il l'encadre? Comment ça se passe au juste? Ok, donc du coup, alors pour y répondre, je vais partir du principe que déjà chaque sportif est différent et qu'on va pas faire le même suivi avec un sportif et un autre, ce qui est logique. Maintenant, on va dire que le suivi va commencer où je vais rencontrer évidemment l'athlète, le sportif. De là va s'en suivre un petit questionnaire pour que j'apprenne vraiment à connaître le sportif qui est en face de moi, connaître sa vie, on va dire, familiale, sa vie que ce soit scolaire ou dans le travail, et sa vie sportive. Comme ça, je peux voir un petit peu la corrélation entre les trois. De là, on va faire aussi des petits questionnaires qui vont permettre de mettre en chiffres des maîtrises de certains outils, de certaines habiletés mentales. Après ça, moi, mon travail, c'est de pouvoir observer, analyser ces données et de voir ce qu'il faut progresser, ce qu'il faut travailler pour progresser. Et ensuite, chaque séance, on va essayer de mettre en place des outils, donc la respiration, le contrôle respiratoire, l'imagerie mentale, la routine de performance, le switch, le discours interne, peu importe, il y en a beaucoup. On essaie de mettre ça en place à travers certaines séances pour qu'on puisse rendre le sportif autonome. Savoir qu'il maîtrise les outils, il sait les reproduire lui-même et à la fin, le mieux c'est qu'il n'ait pas besoin de nous. C'est que vraiment il est autonome et il sait se gérer soi-même. Du coup Flo, ce que je te propose pour finir la vidéo, c'est de te faire vivre un petit test. On entend beaucoup parler de ouais, c'est dans la tête, tu peux dépasser tes limites. Alors oui et non évidemment, mais quand même on peut facilement dépasser ses limites seulement en faisant un petit déclic mental. Et c'est ce que le petit test que je vais te refaire là maintenant prouve. Est-ce que tu es chaud? Je suis chaud. Allez. Alors le test Flo, je vais te le montrer et il est vraiment très simple, donc vous pouvez le reproduire chez vous. Et n'hésitez pas à marquer dans les commentaires si ça a marché pour vous. Pour ça, tu vas simplement venir te positionner les pieds parallèles, largeur du bassin, donc je te laisserai la place après. Hein. Donc largeur du bassin, les pieds bien posés au sol. Mon but c'est de venir tendre le doigt devant et d'aller chercher, sans bouger les pieds, à tourner le plus loin possible. Et là je vais au maximum, je regarde où je suis arrivé et je reviens sur place. Deuxième partie du test, tu vas refaire exactement la même chose mentalement. Ça veut dire que tu vas être dans la même position, juste fermer les yeux, t'imaginer en train de tendre le doigt devant, de faire le tour complet, d'aller dépasser l'endroit où tu étais arrivé avant. Donc je vais plus loin, je vois bien où je suis arrivé et je reviens, je m'imagine faire le marche arrière, me remettre le doigt face à moi et revenir sur place et ce sera fini. Ok? Et je t'expliquerai ensuite la troisième partie du test. Ok, je te laisse déjà faire ça en place, ce sera déjà pas mal. Alors, regarde bien où tu es arrivé, vise un point et reviens. Ok, maintenant tu peux baisser les mains, tu fermes les yeux et t'imagines faire exactement la même chose comme si tu étais vraiment en train de le faire réellement, mais dans la tête. Et tu t'imagines dépasser l'endroit où tu es arrivé, aller encore plus loin.
Et maintenant, ce que tu as à faire, c'est de refaire réellement l'exercice et d'essayer d'atteindre l'endroit où tu es arrivé mentalement ou même juste le dépasser si possible. Oui, donc d'aller plus loin que la première fois. Est-ce que c'est bon? Est-ce que tu as réussi à dépasser l'endroit où tu étais pour la première fois? Ouais. Alors du coup Flo, petit retour, est-ce que tu as réussi à aller donc, la troisième fois plus loin que la première fois? Oui, donc la première, j'ai fixé un point, j'étais au niveau de la terre là-bas, enfin vous le voyez pas, mais j'avais un point précis. La deuxième fois, donc dans la tête, je me suis imaginé aller un peu plus loin comme tu m'as dit, et pour la troisième, j'ai dépassé pas grand-chose, mais un petit peu. Donc effectivement sous un même effort, on va dire. D'accord, donc est-ce que tu pensais, donc de façon honnête, hein, que la première fois tu avais atteint ta limite, tu avais atteint l'endroit où tu pouvais pas aller plus loin? Ouais, très, très sincèrement, je me disais que j'étais à fond en torsion, donc je pouvais pas aller plus loin. Donc ce test-là nous montre juste vraiment de façon simple que des fois on se fixe des limites qui ne sont pas réelles. On pense avoir atteint notre limite et il suffit de s'imaginer en 2 secondes, de s'imaginer dépasser sa limite et en fait on le fait réellement. Donc essayez ça chez vous, dites-nous en commentaire si vous avez réussi, si ça a fonctionné pour vous et ce serait super. Et mettez un petit pouce bleu pour ce test aussi, je pense qu'il est intéressant à faire. Maintenant qu'on a réussi le test, on a un deuxième test à réaliser. Flo, je vais te faire un deuxième test. Par contre, celui-là, c'est un secret, c'est ma spéciale. Donc, je ne vous le dirai pas les petits secrets. Flo, tu vas juste disparaître. Ok, vous êtes prêts? Donc, maintenant qu'on est tranquille, que Flo a disparu, je prends le contrôle de la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et petite actu du coup par rapport à moi, je vais lancer une page, une chaîne TikTok dédiée à la préparation mentale. Le but étant de pouvoir répondre aux questions de préparation mentale sur le mental des sportifs, de l'entreprise ou autre, peu importe. Donc n'hésitez pas à venir sur TikTok me suivre, les liens seront du coup dans la description. De me poser les questions, j'y répondrai avec vraiment grand plaisir. Donc voilà, je vous dis à bientôt sur les autres réseaux sociaux. Merci à vous. Mettez un pouce bleu.